Et donc, Karine Dactyr-Pérou va aborder ces questions de changement de comportement, des moteurs de l'action ou de l'inaction. Donc, je vais la laisser faire sa présentation et on aura, comme hier, un moment après d'échange et de questions-réponses. Oui, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Merci pour l'invitation. Et c'est vrai que l'objectif de cette petite introduction matinale, c'est de partager avec vous en fait deux types de questions. La première, en fait, quelles sont les évolutions socioculturelles que l'on vit et surtout les émergences socioculturelles, c'est-à-dire derrière souvent cette expression qui est de dire la forêt s'effondre. Oui, mais quelles sont ces jeunes pousses qui donnent l'espoir et qui sont source d'inspiration pour la transition écologique et puis pour plus globalement la transition de nos sociétés. Et puis la question, je crois, qui anime bon nombre d'entre nous, c'est comment se fait-il que malgré une conscience des enjeux planétaires, une conscience des enjeux environnementaux, eh bien nous n'avançons pas plus vite. Et en fait, c'est vraiment la quête de ma recherche, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'action finalement peine, quels sont les leviers pour justement débloquer la transition écologique à travers nos systèmes de valeurs et nos comportements. Alors, comme vous le savez, je vais être très courte sur ce petit panorama d'introduction. Nous sommes vraiment entre deux et je crois que se poser la question de la transition écologique, on ne peut pas faire l'impasse sans se poser la question de ce qui se passe au niveau planétaire. Vous le savez, les frontières ne sont pas nationales sur les sujets tels que l'écologie et donc il est important de vraiment comprendre ces grandes tendances à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que nous sommes face à des enjeux majeurs, j'en ai cité que quelques-uns là sur ce slide, c'est-à-dire à savoir peut-être un des plus grands enjeux est celui des inégalités et de la paupérisation, c'est-à-dire que malgré un progrès de l'humanité, eh bien on se rend compte que des inégalités perdurent, de nouvelles inégalités adviennent. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la question de la pauvreté en France, des nouveaux contours de la pauvreté en France, si on ne s'intéresse pas aussi aux enjeux démographiques. Alors, l'enjeu au niveau planétaire, eh bien, c'est comme vous le savez, passer de 7 milliards à 9 milliards d'individus, déjà nourrir ces personnes sans accélérer l'impact écologique en matière de production et en essayant de trouver une manière de nous nourrir de manière convenable. Mais la paupérisation, c'est aussi une fracture qui est amplifiée par la transformation numérique, c'est-à-dire avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Certes, nous pouvons communiquer de par le monde, nous pouvons voyager, mais il y a également tout un pan de la société et on estime en Europe à 30% les personnes qui sont hors connexion, déconnectées, à commencer par quelques seniors, mais pas uniquement des seniors. Et c'est là aussi où il est intéressant de se pencher sur les fractures sociales, puisqu'on sait que parmi les 30% de gens qui ne sont pas connectés à Internet, il y a également beaucoup de jeunes. Alors, l'impact carbone, la pollution, tout ça met notre société en danger et il faut à cela également voir que nos modèles économiques finalement arrivent à un seuil, à un niveau. On est, comme vous le savez, la partie de création spéculative est nettement supérieure, hein, on l'estime à 95%, c'est-à-dire la partie productive réelle des biens n'est que de 5%. Donc on arrive face à un phénomène où finalement la mondialisation a été réussie, mais par une frange infime de la population, essentiellement par les grands acteurs de l'industrie financière. Et tout l'enjeu est d'arriver à finalement faire de cette mondialisation, d'en tirer les profits pour l'ensemble de la planète, à commencer par les hommes. Alors heureusement, nous avons des sources d'espoir, de grandes sources d'espoir, comme à commencer par le microcrédit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le microcrédit, concept né au Bangladesh, qui a été repris après et développé par Mohamed Yunus, un prix Nobel d'économie. C'est intéressant le microcrédit parce que vous le savez, ça touche à 95% les femmes. Le microcrédit, par définition,
c'est une somme infime de financement, mais il faut quand même remettre dans le contexte qu'à l'échelle planétaire, 50% des gens sur la planète vivent avec moins de 2 $ par an. Et comme vous le savez, je ne l'ai pas précisé, mais les chiffres sont impressionnants puisqu'on estime à 85 personnes les personnes contrôlant à peu près l'équivalent de la richesse de 3,5 milliards d'individus. Donc le microcrédit est source finalement de dynamisme, et c'est intéressant de voir que le microcrédit arrive aussi en Europe, et donc beaucoup aussi des innovations, ce qu'on appelle les innovations sociales, c'est-à-dire les innovations qui partent des citoyens d'évolution sociale, eh bien impactent également parmi les pays les plus riches. Alors, opportunité également, quand on songe à la diversité humaine, on en a conscience au niveau européen parce qu'on a la chance déjà de coopérer, de travailler entre différentes nationalités, mais c'est une chance à l'échelle planétaire d'avoir cette richesse culturelle, cette richesse de diversité. Ce qui est difficile, c'est d'intégrer cette diversité et d'en faire quelque chose, de réellement la valoriser à sa juste valeur, sans réduire les uns et les autres à des clones, mais en intégrant la singularité des différences. Et je crois que c'est important de le signaler dès à présent, parce que qui dit transition écologique dit nouveau contrat social, et qui dit nouveau contrat social dit aussi la possibilité d'arriver à intégrer les singularités des diversités culturelles, et j'irais même jusqu'à dire de nos différents paradigmes. Après, accessibilité technologique, je ne reviendrai pas sur l'écologie, sur les nouvelles sources d'énergie qui peuvent également être source de réinvention pour la planète. Cependant, parler de la transition écologique à notre heure, et ce n'est pas exactement la même chose que parler de la transition écologique dans les années 70. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que finalement, nos pionniers, les personnes les plus engagées, et parmi vous, souvent, on a des acteurs extrêmement engagés sur cette transition écologique, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence finalement avec il y a 30 ans, il y a 40 ans ? Qu'est-ce qui fait la différence depuis le rapport Meadows ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, pour moi, un des facteurs essentiels de cette différence, c'est la transformation numérique. C'est ce qu'apportent finalement toutes ces technologies de l'information et de la communication. Et vous le savez, ces technologies, ce n'est pas elles qui sont source de changement de paradigme, c'est finalement l'usage qu'on en fait. Et ce qui vaut de me dire que finalement, si l'on regarde toutes ces grandes évolutions, toutes ces grandes transformations, qu'elles soient écologiques, technologiques, économiques, eh bien, ce qui est véritablement important, c'est la dimension culturelle. Et par culture, qu'est-ce que j'entends ? C'est vraiment nos systèmes de valeurs et nos comportements qui vont avec, puisque les systèmes de valeurs, ce n'est pas uniquement de l'ordre de l'utopie, c'est également l'énergie que l'on met à défendre ces valeurs. J'insiste également sur ce point. Très souvent, on a tendance à dire on a des valeurs d'un côté, c'est de l'ordre de l'aspiration, et après, les comportements divergent. Eh bien non, je pense que les systèmes de valeurs et justement les comportements sont la simple conséquence de nos systèmes de valeurs, et que si nos comportements ne suivent pas finalement nos systèmes de valeurs, c'est que peut-être ces systèmes de valeurs ne sont peut-être pas assez explicites, ne sont peut-être pas assez travaillés, et je reviendrai sur la fin de ma présentation sur cette dimension-là. Donc, comprendre la transition écologique, aujourd'hui, on ne peut pas la comprendre sans comprendre la nécessité de se relier autrement, et c'est tout l'impact en fait de la transformation numérique, c'est-à-dire que le numérique amplifie cette dimension de reliance, c'est-à-dire de nous relier autrement, de nous relier différemment dans le respect de nos différences. Alors, ce qui m'intéresse, je le disais en introduction, à travers la prospective, c'est plus particulièrement ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire ces 30% de minorités, c'est-à-dire que c'est pas, en effet, ça ne concerne pas la majorité de la population, mais c'est un pourcentage qui devient suffisamment significatif pour s'y intéresser. Et pourquoi je m'y intéresse depuis 10-15 ans ? Eh bien parce que je vois que dans ce terreau de transformation surgissent les acteurs du changement, surgissent les activistes, surgissent les leaders d'opinion, surgissent en fait les nouvelles idées, sources d'innovation et donc sources d'adaptation, puisque comme vous l'avez compris, à l'ère de la complexité, notre seule et ultime possibilité, c'est de nous adapter pour l'homme.
Et ça, c'est également très important d'avoir ça en tête. Donc finalement, que se trame-t-il derrière tous ces mouvements voilà, qui peuvent émerger au fil du temps? Eh bien, il y a, et je vais partager avec vous rapidement ce matin, quatre courants de pensée. Alors bon, je pourrais rester la journée à partager avec vous un certain nombre de recherches, mais là, je pense que je vais me focaliser sur 4 idées principales. La première idée principale, c'est vraiment que nous faisons notre système, notre planète, en fait, évolue à l'échelle mondiale de valeurs matérialistes vers des valeurs post-matérialistes. Quelqu'un qui en a extrêmement bien parlé et qui a passé toute sa vie à étudier ce sujet, c'est Ronald Inglehart, et c'est quelqu'un qui est important puisqu'il a été source d'inspiration, et vous le savez, au niveau européen, l'enquête sur les valeurs, les systèmes de valeurs, a été justement initiée et inspirée des travaux de Ronald Inglehart. Et ce qu'il montre, lui, sur son schéma, c'est qu'en fait, en positionnant un certain nombre de pays dans le monde, il montre que finalement, 2 leviers, 2 critères, si vous voulez, peuvent expliquer une grande dominante de l'évolution des pays. Et pour lui, il y a donc l'axe vertical, qui est l'axe finalement de passage de systèmes de valeurs extrêmement traditionnalistes, dans lequel on va retrouver des pays qui se retrouvent dans des systèmes autocratiques, une relation à l'autorité extrêmement forte, des pays, par exemple, où le système religieux est dominant, des monarchies, etc., vers finalement des pays qui se retrouvent plutôt dans des valeurs démocratiques et des valeurs de respect de différence des paradigmes. Et puis, de l'autre côté, au niveau horizontal, on est plutôt de l'axe, si vous voulez, à la Maslow, pour ceux qui connaissent les travaux d'Abraham Maslow qui ont été extrêmement popularisés ces dernières années. C'est vraiment l'idée que l'on passe de l'échelle de la survie économique, c'est-à-dire survie aussi, se trouver un logement, un foyer, avoir de quoi se nourrir, vers une évolution des systèmes de valeurs, dit, lui, d'expression, c'est-à-dire des systèmes de valeurs dans lesquels on peut s'exprimer. Alors, ce schéma a été critiqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, pourquoi il a été critiqué, mais je trouve qu'il est particulièrement intéressant, et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est que Amartya Sen, prix Nobel d'économie, nous a enseigné et nous a appris que justement, pour aller vers des systèmes d'expression, il était important d'avoir un minimum de seuil, voilà, de garantie, c'est-à-dire qu'on pouvait se nourrir, se loger et pouvoir être à même finalement de se développer. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour s'exprimer, se développer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que sinon, ça aurait voulu dire que tous les pays en développement n'ont aucune chance d'aspirer à un développement autre que celui de la survie. Donc, on sait que ce n'est pas linéaire et que l'on peut faire justement des sauts de développement dès lors où on a un minimum pour vivre et pour survivre. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que je trouve que ce graphique est extrêmement intéressant en termes de signal faible, et notamment par rapport au statut des femmes. Statut des femmes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir à quel point, en effet, selon le pays dans lequel on est, l'expression de la femme peut être contrainte, et c'est là où on voit bien la différence entre des pays qui sont extrêmement permissifs par rapport à la femme. Donc je pense en particulier aux pays qui sont tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire les pays nordiques, pays européens, avec la France qui se trouve plutôt vers le haut, mais qui, comme vous le voyez, est assez traditionnaliste dans son attitude, et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'aujourd'hui, voilà, le développement, l'amélioration du statut de la femme se fait également par des quotas. On est un peu obligé de passer par là. Et puis, vraiment, tout en bas, des pays beaucoup plus traditionnalistes où la femme, finalement, n'a pas le droit de sortir dans la rue, où la femme n'a pas accès à l'éducation. Et aujourd'hui, on voit cette rupture s'effectuer au niveau mondial. Et ce travail est très intéressant parce qu'on voit qu'on est vraiment en train, au niveau européen, d'évoluer vers une majorité dominante de valeurs post-matérialistes, et que malgré le fait que, comme vous le savez, nous n'évoluons pas de manière linéaire, c'est-à-dire que nous évoluons et nous régressons à la fois,
Et si vous regardez l'évolution des systèmes de valeurs, vous verrez que après octobre 2008, certaines régressions sont manifestes. À chaque grande crise, nous régressons, mais nous évoluons à la fois. Deuxième lecture, c'est celle des courants socioculturels. Alors, qui a entendu parler des créatifs culturels? Parce que peut-être bon nombre d'entre vous ont entendu parler des créatifs culturels. C'est en fait des études qui ont été menées aux États-Unis par Paul Ray et Ruth Anderson, sociologues et psychologues, qui se sont rendus compte dans les années 80-90 qu'un troisième courant, au-delà des deux courants majoritaires, le premier étant le courant moderne, dit des modernes, c'est-à-dire de personnes qui se retrouvent dans des valeurs de progrès technologique, typiquement des gens qui sont vraiment acteurs de la société de la consommation, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à se ressourcer en allant consommer, des gens qui se retrouvent dans les valeurs de la démocratie, des gens qui ont l'espoir que la technologie va pouvoir faire progresser l'homme, etc. Vous avez des valeurs dites traditionnalistes, donc ces valeurs, en fait, ces systèmes de valeurs, vous retrouvez des gens qui se retrouvent plutôt dans des valeurs de terroir, d'appartenance familiale, qui ont un plus grand respect pour les systèmes autoritaires ou d'autorité assez forte. Donc vous voyez que en fait, selon les auteurs, les traditionalistes seraient en baisse, hein, c'est-à-dire des 25%, ils seraient en baisse, que les modernes se maintiendraient et qu'ils ont vu émerger un nouveau courant socioculturel qu'ils ont appelé Cultural Creatives en anglais, qui a été mal traduit en français, puisque en fait c'est plutôt l'idée de créateur d'une nouvelle culture, et ils ont essayé de développer en fait une définition de ces personnes. C'était des personnes, en grande majorité des femmes, qui avaient vraiment le sentiment d'être un petit peu décalées par rapport à l'environnement, à leur environnement, souvent professionnel ou social, et c'était des personnes qui se retrouvaient dans des valeurs d'écologie. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience bien plus grande que d'autres personnes des enjeux planétaires, des enjeux environnementaux, de l'importance de la nature. C'était des gens qui attribuaient plus de temps à l'introspection, au développement personnel. C'était des gens qui partageaient en fait plus de leur argent ou de leurs revenus dans des biens culturels, à voyager, à lire, à se cultiver. C'était des gens également plus investis de manière associative dans la défense de minorités, dans la défense d'enjeux politiques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce courant, en fait, a fait l'objet également d'études en France et dans d'autres pays. Récemment également, il a fait l'objet, avec des enquêtes un petit peu différentes, en Belgique. Donc, c'est un courant, en fait, qui croît. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce courant socioculturel serait en train de passer finalement des 25%, et parfois on estime même à 35% de la population, mais avec des divergences, c'est-à-dire que dans cette communauté finalement de personnes, vous retrouvez des gens qui sont plus tirés par ce qu'on appelle les verts, c'est-à-dire par les valeurs écologiques, et de l'autre, des personnes qui sont plus tirées par la dimension d'introspection. Donc, ce qui est une phrase de Gandhi, vous connaissez cette phrase qui est « se transformer soi-même pour transformer le monde », est très explicite, finalement, résume bien ce courant socioculturel. Et nous avons donc dans ce courant socioculturel, d'un côté, des gens qui sont plus sur l'action, et d'autres qui sont plus sur l'introspection. Mais en tout cas, c'est un courant qui vaut la peine d'être suivi. Autre source d'inspiration qui montre que finalement notre société est en train d'évoluer, c'est toute une aspiration autour de la simplicité. Très souvent, on me pose la question, on me dit « mais finalement, ce retour à l'essentiel, il a toujours existé. Dans des périodes difficiles, les gens ont tendance à se replier, à voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour eux. » Certes, c'est vrai, on le voit dans tous les travaux sociologiques, la question de la simplicité, elle se pose à travers les âges. C'est-à-dire, si on remonte à 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, dans tous les textes qu'on voit des philosophes, des sages, etc., on voit vraiment cette dimension de simplicité.
et qui reçoit différents types de courants, parce que vous avez l'influence du courant chrétien, mais vous avez aussi d'autres courants qui n'ont rien à voir avec des influences religieuses ou autres. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce que vous voyez que dans ce courant, vous trouvez de multiples sources d'inspiration. J'ai cité Duane Elgin, qui est un prospectiviste américain, qui a beaucoup contribué à justement l'explicitation de ce qu'il entend par simplicité. Et donc là, attendez, je reviens là sur ça, puisque là, j'ai mis plutôt les références reliées à cette dimension de simplicité. Et vous avez par exemple un Jean-Baptiste de Foucauld qui parle d'abondance frugale, vous avez un Pierre Rabhi, peut-être plus connu de la communauté ici présente, qui parle de sobriété heureuse, ou un Patrick Vivray. Ce qui est intéressant derrière cette notion de simplicité, c'est l'idée qu'il ne faut pas réduire tous les progrès qui sont advenus au niveau civilisationnel, mais c'est véritablement l'idée qu'il faut aussi intégrer toute la partie d'intelligence intuitive, d'intelligence, voire d'intelligence spirituelle, tous les leviers en fait qui font qu'aujourd'hui les hommes et les personnes peuvent arriver à se développer et aspirer à des choses plus essentielles. Alors, pour ce faire, moi, j'ai en fait travaillé sur un concept que j'ai qui est un concept qui explique le changement de paradigme culturel que l'on vit actuellement et qui, relève en fait de deux axes. Il y a l'axe individuel et l'axe collectif. Et en fait, en étant très influencé par les travaux de Brian Hall, qui a travaillé sur tout un travail de la transition en termes de système de valeurs, je propose cette hypothèse. Cette hypothèse est la suivante, c'est que d'après moi, ce qui vraiment caractérise le changement de paradigme culturel et ce qui va nous intéresser très directement dans la transition écologique, c'est la dimension d'émancipation. Vous le revoyez au niveau des jeunes, très souvent, les gens me disent « mais les jeunes, en fait, ils sont extrêmement individualistes, ils ne pensent qu'à eux, etc. » Je ne pense pas, en travaillant beaucoup sur cette frange de la population, en essayant de comprendre un petit peu les leviers de leur aspiration en termes de contribution sociétale, je me suis rendu compte que, en fait, derrière cette quête, en fait, il y a une vraie quête de vouloir contribuer. C'est vrai pour certains jeunes, c'est vrai pour certains seniors. L'âge n'explique pas tout. Mais dans ce système de valeurs, en fait, on voit que ce qui guide la personne, c'est vraiment une aspiration à apprendre, à se réaliser, à donner, à pouvoir donner à la société ou à l'organisation dans laquelle on travaille, et également d'apprendre et de recevoir de cette société vraiment avec du fun. Je crois que c'est très important parce que quand on comprend finalement tous les leviers, c'est pas uniquement une question d'expression, c'est vraiment une question d'émancipation, c'est vraiment l'idée d'aller se transcender quelque part, aller chercher toutes les sources en soi pour pouvoir se développer, mais aussi dans le fun. Le deuxième levier, c'est le levier collectif, qui est là beaucoup plus difficile à percevoir. Et c'est vrai que moins de personnes se retrouvent dans ce levier. C'est vraiment cette idée de travailler, de vivre ensemble autrement en interdépendance. Et tout l'enjeu, je le disais en introduction, c'est véritablement d'arriver à se relier dans nos différences, c'est-à-dire d'arriver à travailler entre nos différents paradigmes pour faire société. Et dans cette émancipation, en fait, ce qui est très important, c'est l'idée vraiment qu'on ne peut finalement dépasser les contingences d'un projet particulier, de faire une tâche particulière, si on n'a pas une mission supérieure, une mission beaucoup plus qui nous porte, qui nous tire. Et ça, cette dimension, j'y reviendrai, je pense que c'est une des explications majeures qui fait que nous ne parvenons pas à bouger en matière de transition écologique. C'est parce que nous n'avons pas ce nous partagé. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, le quadruple blocage français, eh bien, pourquoi ? Parce que dans cette question de transition écologique, on voit qu'il y a des évolutions très profondes qui sont à l'œuvre, des évolutions socioculturelles qui nous montrent qu'il y a de nouvelles aspirations et de nouveaux comportements
qui viennent avec. Je ne l'ai pas dit, mais l'économie collaborative, très souvent je dis que dans l'économie collaborative, qu'est-ce qui se trame derrière cette économie collaborative? C'est vraiment la dimension de partage. Quand vous regardez le succès du crowdfunding, c'est pas uniquement parce que les gens souhaitent aider un projet à se financer, c'est parce qu'ils croient dans ce projet, qu'ils savent que c'est peut-être l'unique manière de faire aboutir ce projet, que c'est souvent des projets qui font source de beaucoup de création, de créativité, et que dans notre économie de la connaissance, en fait, nous manquons justement de cette innovation et nous avons terriblement besoin de lui donner les moyens d'exister, de faire exister ces énergies créatives. Donc, c'est en cela où je pense que l'économie du partage est réellement quelque chose qui s'inscrit dans le changement de paradigme actuel, puisque c'est vraiment l'idée d'aller, bien sûr, mutualiser les services, les biens, de réinventer. Donc là, on est vraiment dans la dimension de simplicité, mais c'est également de partager, de nous relier autrement, et également d'envisager finalement de manière très proactive et très concrète de nouvelles possibilités de créer des actions vraiment incarnées de ce changement de paradigme culturel. Alors, le syndrome français, je pense qu'il faut remettre en perspective ce que l'on vit en France par rapport à ce qui se passe au niveau européen ou voire même ce qui se passe au niveau mondial. Et là, je vais, ayant passé une bonne partie de ma vie à l'international, en fait, puisque je ne suis en France que depuis les années 2000, étant moi-même française, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez singulier dans la société française, et c'est une hypothèse que je vais partager avec vous. Premièrement, c'est vraiment cette idée de manque d'estime de soi que l'on voit qui est très importante, parce que ça explique pourquoi des sociétés ont tendance à régresser et à se replier sur elles-mêmes quand il n'y a pas justement cette valorisation de cette estime de soi. Et en me posant la question, je me suis demandé si finalement l'estime de soi en France, c'était vraiment un manque d'estime de soi ou finalement un manque de respect de l'autre. Donc je vous livre des questions plus que je n'apporte de réponses. L'autre point dans ce syndrome français, c'est que très souvent, et ça c'est particulièrement vrai chez les décideurs, j'ai eu parfois l'impression d'avoir en face de moi des gens qui me disaient « moi est un autre », c'est-à-dire bien sûr je vois la nécessité d'agir dans la transition, mais finalement cela relève de l'État, cela relève des entreprises, cela relève des citoyens, c'est toujours l'autre qui doit faire. Et très souvent, la personne à qui j'ai en face de moi n'a pas conscience de son rôle en tant d'acteur, de décideur. C'est vrai dans l'univers politique, mais c'est vrai dans l'univers économique, et c'est vrai aussi dans l'univers citoyen, c'est-à-dire auprès des associations. Très souvent, vous trouvez des personnes qui n'ont pas conscience de leur capacité d'action et d'influence aussi sur leur environnement. Troisième point, la dimension de polycrise, finalement, telle qu'en parle Edgar Morin, eh bien, ça pourrait être une opportunité, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, de fort de tous les traumas et de cette accélération de choc, eh bien, nous allons trouver les voies de la résilience, parce que nous n'avons pas le choix, finalement, nous devons trouver ces voies de la résilience. Et là encore, je pense que ce qui manque véritablement pour agir dans cette transition, c'est une vision partagée, une vision du nous partagé. Et je le disais tout à l'heure au niveau de l'émancipation, il y a quelque chose finalement qui nous retient d'arriver à nous mettre d'accord sur un certain nombre de systèmes de valeurs et de comportements communs. Alors, voilà, moi, mon hypothèse, eh bien, c'est la suivante, c'est-à-dire que derrière toute transition écologique, il y a une transformation culturelle à l'œuvre. D'autres personnes en parlent mieux que moi, mais il me semble que la vraie question, c'est comment expliquer que finalement, au niveau européen, l'environnement, l'écologie soit vraiment une valeur de conscience pour beaucoup d'Européens, et je parle même qu'au niveau de l'Europe, mais c'est vrai aussi au niveau mondial. Comment se fait-il que nous ayons conscience à quel point l'environnement est déterminant pour l'évolution de nos sociétés, et pourquoi nous ne faisons rien, ou si peu? Eh bien, ce si peu,
ou peut-être ce pas assez, vient selon moi du fait de l'absence de désir de durabilité, c'est-à-dire qu'il vient du fait que nous n'avons pas de nous partagés, nous ne sommes pas sur la même ligne. Nous, finalement, vous regardez le mouvement écologique, en fait, il est très divers. Vous voyez bien aujourd'hui que les partis n'existent pas, les paradigmes, puisque en fait beaucoup des évolutions vont bien au-delà des partis. Donc beaucoup de structures, d'organisations collectives ne sont plus représentatives des aspirations, de nos aspirations et de nos volontés d'agir. Donc, en conclusion, quelques leviers de transition, et là je m'inspire beaucoup des travaux en fait de philosophes dits de l'approche intégrale, qui est de dire que finalement pour relever les grands enjeux planétaires, il nous faut bien sûr utiliser notre raison, notre intelligence rationnelle, on a besoin de raison, l'intelligence émotionnelle ne doit pas éradiquer notre intelligence rationnelle, mais nous avons besoin aussi de créer du sens partagé, du nous partagé. Alors, quelques leviers de transition. Le premier, c'est vraiment la dimension du jeu extrinsèque, c'est-à-dire dans cette idée du jeu extrinsèque, c'est vraiment l'idée de développer notre empathie. On ne peut pas finalement uniquement être dans la dimension d'introspection, de se poser les questions, de se mettre en action. Ça, c'est déjà très important. Mais il y a vraiment cette dimension aussi d'empathie, de sortir de son confort, de sortir de ses acquis. Et on le voit dans toute transition, dans tout changement, c'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de se dire, OK, voilà, j'abandonne mes acquis, j'abandonne mes représentations et je vais vers quelque chose de nouveau. La deuxième chose, c'est vraiment, et ça me paraît être le plus important, en particulier en France, c'est de retrouver du nous partagé, c'est-à-dire d'avoir de l'affect collectif, c'est-à-dire d'avoir envie d'avancer à l'autre, malgré sa différence, malgré ses paradigmes différents, malgré ses systèmes de valeurs, parce que le nous partagé, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. On a besoin désespérément de vivre ensemble, d'arriver à nous relier sur des systèmes de valeurs et de poser des ponts entre nous. Et puis tout ça ne peut se faire qu'en s'adaptant. Or, comme le dit bien encore une fois Edgar Morin, s'adapter, c'est prendre conscience de son environnement. Donc la conscience, finalement, elle doit être généralisée. Et puis, quelque part, je dirais que si l'on regarde comment se développe à l'échelle planétaire l'ensemble des populations, eh bien, il faut un certain degré de transcendance. C'est-à-dire qu'il faut, dans ce que j'entends par transcendance, c'est-à-dire arriver à intégrer une certaine complexité et ne pas le faire uniquement par la voie rationnelle, mais aussi accepter la dimension artistique, accepter la dimension de rêve et de sens. Voilà. Merci beaucoup, Karine Dactic-Pérou. Je vais l'applaudir. Venez prendre place à côté de moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai plein de questions en fait à vous poser parce que ça m'a interpellée à plusieurs égards. Je vais aussi vous donner la parole, mais un petit peu pour la gratter, ma première question, mais volontairement. Cette notion de nous partager, est-ce que vous pensez qu'on l'a eue dans le système de développement actuel? Est-ce qu'il y a eu une conscience de nous partager dans le développement de la société de consommation, de consumérisme qu'on évoquait hier dans la dimension aussi, où on consomme les ressources? Est-ce qu'il y a eu cette conscience ou est-ce que c'était juste par intérêt personnel qu'on s'est développé ainsi? Je pense que tout phénomène, en fait, quand il y a une déclinaison économique et qu'elle réussit, parce que l'approche, par exemple, libérale est quelque part en son temps un vrai succès, en fait, c'est parce qu'elle découle quelque part d'une adéquation entre les systèmes de valeurs, l'aspiration des gens, etc. Il y a une forme, si vous voulez, de cohérence, d'accord, qui se dégage à travers le temps. Souvent, on le voit après que c'est lieu. Et là, en fait, ce qui se passe également aujourd'hui, je pense, c'est que nous sommes en transition et que nous ne voyons pas cette vision commune. Et donc, je pense, mais c'est un point de vue très peut-être pas partagé, je ne sais pas, qui est finalement de se dire que tout peut découler si la vision est là. Parce que très souvent on me dit, oui mais vous comprenez, la vision est là, l'aspiration est là, et l'action n'est pas là. Et non, je pense que l'action découle de la vision, et que si on n'a pas la vision et qu'on n'est pas incarné sur cette vision, on ne peut pas porter l'action. Donc voilà, donc je dirais oui, il y a eu par le passé finalement des évolutions qui ont fait sens en leur temps, qui ne font plus sens. Et la vraie question pour nous aujourd'hui, et je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière la complexité de ce qu'on vit, c'est la dimension d'évolution
et de rapidité. C'est-à-dire que nous sommes également dans un temps où il y a urgence de mettre en œuvre, mais sans vraiment pouvoir planifier cette mise en œuvre, sans pouvoir l'appréhender de manière linéaire. On sait que c'est chaotique, et donc toute la question, c'est aussi comment on fait pour s'adapter. Alors, moi, je vous ai trouvé un petit peu sévère avec les Français, mais c'est peut-être pas faux. On a eu malheureusement des événements là, début janvier qui nous ont quand même mis dans la rue avec la volonté de dire finalement, on n'est peut-être pas si mou que ça, et collectivement, il y a peut-être un désir. Donc, je pense qu'on est aussi en train de vivre des éléments qui ne sont pas forcément directement liés à l'écologie, mais qui vont peut-être nous pousser. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de dire que finalement, on n'est pas si mou que ça, que les Français sont peut-être capables d'avancer? Non, je ne sais pas. Tout à fait. Et c'est pour ça que je préfère parler même de résilience, parce que dans le terme de résilience, il y a vraiment l'idée de dépasser un choc, c'est-à-dire de vivre un choc. Alors, pour certains, ils pensent qu'en fait, finalement, pour advenir vers ça, vers un nous partagé, il faut pas passer par un choc. Je pense que ce qu'on a vécu récemment, elle montre notre extrême besoin de vivre notre fraternité. C'est-à-dire vraiment de vivre cette communauté d'âme, cette fraternité. Je pense que c'est un grand élan de fraternité. Et je pense que justement, ça montre énormément notre besoin de nous partager, c'est-à-dire de partager des valeurs et de nous battre, de défendre ces valeurs. Donc je pense qu'on est vraiment dans l'illustration. Et est-ce qu'on a des chiffres sur l'évolution des comportements aujourd'hui? Parce qu'on a vu là toutes ces enquêtes sociologiques, mais voilà, même si on doit le rapporter un chiffre plutôt dans un contexte français, je sais qu'il y a beaucoup d'études sur les évolutions de consommation, mais à échelle plus globale, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent que ça progresse ou est-ce que c'est trop lent? Est-ce que ça stagne? Alors, vous voyez, il y a deux manières de voir les évolutions. Moi, j'ai choisi de travailler sur les évolutions, ce qu'on appelle le sillon profond, c'est-à-dire les évolutions socioculturelles qui nous permettent en fait de partir 30 ans dans le passé et puis de voir comment les choses vont évoluer. Il y a aussi l'autre frange qui est celle de regarder par la lunette des comportements. Pour moi, la lunette des comportements, elle est beaucoup plus conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on va regarder à un moment donné, et aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, Anne-Sophie, puisque vous travaillez sur la question, on sait qu'au niveau, que 80% des gens achètent d'occasion. Okay, et que sur ces 80% de gens, peut-être 10-15% déjà revendent. Donc on a en fait... Mais pour moi, ça, c'est un épiphénomène. C'est à un moment donné quelque chose qui va montrer, et on va voir en effet des comportements de rupture. On va se rendre compte que finalement, l'économie collaborative, beaucoup de gens la pratiquent. Ne serait-ce qu'avec Le Bon Coin, qui est le deuxième site derrière en termes de fréquentation en France derrière Facebook. En fait, on se rend compte que beaucoup de gens consomment de cette manière. Donc ça, c'est un premier levier d'explication. Les choses adviennent par le comportement. Mais moi, ce que je remarque, c'est quel que soit, et c'est pour ça que je travaille sur différents courants de pensée, que ce soit des courants philosophiques, politiques, socioculturels, c'est qu'on revient toujours aux 30%. Grosso modo, on est autour des 30%, cette minorité, ce qu'on appelle la minorité active, qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans du 30%, là, ça devient quand même significatif. Ça devient quand même une empreinte. Et là, les choses peuvent advenir. Donc, on n'a pas besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être majoritaire. On n'a pas besoin d'avoir une majorité à 60%. Mais quelles que soient les données, en fait, on retombe toujours sur ces 30%. Donc on n'aurait pas besoin de trouver des solutions pour accélérer une prise de conscience. Vous pensez qu'il y a un seuil suffisant pour que les comportements changent de manière naturelle et progressive? Oui, je pense que la conscience, c'est libre à chacun en fait. On ne peut pas avoir une conscience collective. Enfin, on peut avoir une conscience collective, mais c'est à chacun individuellement de travailler sur soi. Je pense que voilà, tout l'enjeu, c'est aussi d'éviter trop de collectifs au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse individuellement prendre conscience de ses enjeux et après partager avec d'autres, si vous les voyez. Mais la conscience, ça se travaille, mais c'est individuel, c'est quelque chose qui est assez personnel et elle peut prendre, elle peut prendre des axes très différents. Pour un artiste, ça peut être l'art, pour un philosophe, ça peut être la philosophie, pour un entrepreneur, ça peut être l'action. Elle peut se travailler, si vous voulez, de manière différente. Ce qui est difficile, c'est de relier ces différences.
C'est ça qui est difficile. C'est d'arriver à se parler dans nos différences, c'est-à-dire à faire en sorte qu'un entrepreneur puisse comprendre un intellectuel, qui puisse même comprendre un représentant d'une association, etc. Et qu'ils aient envie de composer ensemble. C'est ça la vraie difficulté, c'est de faire société. Et justement, on reviendra un peu sur ces questions dans la table ronde suivante, mais quels conseils pourriez-vous donner à des politiques ou des élus ou des gens qui sont sur le terrain et qui essaient justement de travailler en concertation avec les citoyens? On parle beaucoup justement de logique de concertation, de contribution, on met en place des dispositifs, il y a des processus d'essai et d'erreur, mais comment est-ce qu'on peut intégrer cette intelligence collective entre vision et désir aussi aujourd'hui d'agir au niveau de cette société? Alors, ce qui n'est pas facile, en fait, pour les politiques et puis pour la partie finalement politique au sens large, que ce soit les élus ou l'administration, c'est les différentes temporalités, c'est-à-dire les rapports au temps, c'est-à-dire à la fois de gérer du long terme. Quand on regarde en fait les incertitudes, très souvent je dis que la vraie incertitude, elle est politique, finalement. Parce que on a démographiquement, on voit comment les choses vont, intergénérationnel, on voit comment les choses vont, économiquement, on voit comment les modèles économiques sont en train de se réinventer, parce que tout ça est porté par nos évolutions culturelles. En fait, le vrai levier d'incertitude, c'est la dimension politique, avec les réformes, avec voilà, les changements qui œuvrent chaque jour. Et je dirais que le premier levier à dépasser, c'est cet arbitrage et ce lien entre l'action à très court terme, l'action à moyen terme et l'action à long terme. Et je pense que déjà de poser les choses, de dire voilà, qu'est-ce qui relève du long terme, sur quoi on s'engage, sur quoi on est solidaire dans le temps, et sur quoi aussi on peut libérer les énergies créatives sur le court terme et faire confiance aussi à la société pour qu'elle se réorganise. Ça, c'est le premier, je pense, levier, le premier message que j'ai, mais c'est pas simple, je veux dire, voilà. La deuxième chose, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a la solution. On sait, et je vous donne un exemple extrêmement concret, c'est par exemple le développement des réseaux sociaux dans les organisations. Pour celles qui décident de créer leurs réseaux sociaux d'entreprise, eh bien, on se rend compte que la règle vient une fois que la communauté finalement s'est créée, et c'est parce que la communauté s'est créée que les règles viennent s'édicter. Donc ce qu'il faut, c'est une prise de risque. Et la prise de risque, elle ne peut pas se faire en déclinant des politiques trop figées. Il faut expérimenter, et ça veut dire qu'il faut déployer partout des laboratoires d'innovation, laisser les émancipations, mais à la fois tracer la route sur le long terme. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Normalement, alors il y a une main qui s'est levée ici. Et il y en a là-bas aussi? Je ne vois pas très bien. Ah oui, monsieur là-bas, on vous donnera le micro après. Oui, allez-y. Bonjour, Jean-Luc Saladin, conseiller municipal de la ville du Havre en charge de l'innovation et de la prospective. Je me demande s'il n'y aurait pas un gisement d'amélioration si nous nous intéressions un peu à ce qui fait interface entre notre psyché et le réel, c'est-à-dire le cerveau. Les neurosciences sont en train de faire émerger le mode d'emploi de l'homme. Il est évident que je ne pourrais pas vous expliquer ça tout de suite en vous posant la question, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes interrogé sur ce que les neurosciences pourraient nous apporter pour trouver des solutions à notre polycrise. On va prendre petit à petit un peu le temps. Donc, oui, tout à fait. Alors, les neurosciences, moi, ce qui m'intéresse, en fait, j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle « La nouvelle avant-garde vers un changement de culture ». Et en fait, je travaille, moi-même, je suis plutôt un background de sciences politiques, etc. Donc, c'est pas mon univers scientifique, mais je travaille très près avec des gens qui travaillent justement sur les neurosciences. Et ce qu'on se rend compte, c'est vraiment le lien entre déjà l'intuition de grands sages et ce que découvrent en fait les scientifiques à l'heure actuelle. Voilà. Donc la nouvelle avant-garde, en fait, c'est un travail qui a été de contacter de par le monde des chercheurs qui n'avaient jamais été publiés en France pour justement faire le lien entre les sources d'inspiration de nos jours et de reconnecter avec les textes anciens, avec les philosophes, etc. Parce qu'on a beaucoup de choses
était su auparavant. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi, et je crois que même qu'on a particulièrement une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations, parce que très souvent, l'écueil qui est fait dans ces jeunes, c'est le rapport à l'information, le rapport à la connaissance. Et donc, c'est vrai qu'ils ont une agilité, une facilité d'aller se mouvoir, aller chercher l'info partout où elle est, etc. Mais je crois qu'aussi la responsabilité, c'est aussi de leur apprendre à recouper les informations, à bien creuser au niveau épistémologique de la connaissance. Voilà. Merci. Je vais prendre la question qui était là, s'il vous plaît. Ça marche ? Non ? Est-ce que ça marche ? Oui. Je voulais vous demander, de votre point de vue, comment est-ce qu'une vision commune sociétale peut émerger entre le discours de notre ministre de l'économie qui dit que les jeunes doivent avoir le désir d'être millionnaires et le discours de Pierre Rabhi qui parle de simplicité volontaire ? Bonne question. Merci. Oui. Alors bon, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu des deux. J'ai travaillé sur les nouvelles expressions de pouvoir. Il ne faut pas oublier que, comme je le disais précédemment, les valeurs modernes, elles sont encore dominantes dans notre système. Et que vous avez forcément des gens qui sont tirés par des systèmes de valeurs, de gains d'argent. D'accord ? Donc forcément, quand vous parlez, vous interviewez des jeunes entrepreneurs, eh bien, certains vont vous dire qu'en effet, ils souhaitent faire fortune, ils souhaitent s'enrichir, etc. Mais je peux vous dire, alors je travaille beaucoup auprès de cette population de jeunes, c'est en fait une partie très faible. Parce que qu'est-ce que vont vous dire un jeune aujourd'hui ? Un jeune qui crée sa boîte, il veut transformer le monde. Il ne veut pas gagner des sous, il veut transformer le monde, il veut influencer. Donc, je dirais que, certes, la dimension du rapport à l'argent existe encore sur une partie de la population. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, mais je crois qu'elle est sérieusement déclinante. Autre question, je crois, par ici, s'il vous plaît. Oui, Alain Target, Césaire Alsace. Une question toute simple. Il y a de nombreuses définitions de la transition écologique. Auriez-vous une définition simple de la transition écologique en lien avec la transition énergétique ? Merci. Alors, je ne vais pas rentrer. Je pense que un des problèmes, c'est qu'on invente. Bon, là, pour être tout à fait honnête, on revient toujours on cherche en fait un concept. D'accord ? On cherche une expression. Et en fait, je pense que la vraie question, c'est pas ce qu'on entend, si vous voulez, par transition écologique. En fait, je pense que la vraie question, c'est d'arriver à discuter de la différence dans les paradigmes entre croissance verte, d'accord, transition écologique, évolution planétaire, rapport à la nature, voie de résilience. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est pas tellement le nouveau concept. Il ne faut pas partir de la définition du concept. Je pense que ce dont on a besoin en France, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui bloque finalement cette transition écologique. Et moi, je pense qu'elle est dans la différence des paradigmes qui sont sous-jacents à la transition écologique. Donc voilà, donc je réponds pas véritablement à votre question. Parce que pour moi, c'est pas finalement la bonne manière d'appréhender, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière et sur quoi il faut dialoguer pour vraiment faire advenir cette transition écologique. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ah oui, ici et là. Allez-y et après je vous donnerai la parole, madame. Alors, Aura Panlou du CNFPT. Il y a une remarque qui me rend toujours confiante, c'est quand je vois en 20 ans l'évolution positive pour le tri. Trier pour chacun, c'est contraignant, ça prend du temps, et les gens le font. Et je pense que c'est parce qu'on a beaucoup communiqué sur l'utilité, donc les gens ont été persuadés de l'utilité de leur acte. Et voilà, c'est direct, c'est utile, ça ne fait pas gagner d'argent ni de temps, mais les gens le font. Est-ce qu'il y avait une question ou est-ce que c'était une suggestion plutôt en termes de... Après, moi, la question que je me pose, c'est sur ces questions de tri. Il y a peut-être aussi un rapport aux déchets différent de celui qu'on a à l'énergie. Mais...
Disons que c'est une remarque pour rester positif, et puis c'est une suggestion pour dire que quand on a une communication simple et qui implique chacun, on y arrive. Bon, voilà, ok. Question suivante. Alors, il y a la dame qui était juste derrière, et après, il y a un... Non ? Ah, voilà. Roland Gérard, ADEME Pays de Loire. On peut constater actuellement une forme de désaffection du sujet environnemental dans l'esprit du grand public. La question, c'est comment faire pour que ce sujet remonte en tête de priorité et qu'il n'y ait pas une usure de la mode, en particulier suite au Grenelle. Depuis quelques années, le sujet baisse en priorité. Voilà, comment faire pour remonter et qui sont les acteurs de ce maintien en tête de priorité? Alors, pour être tout à fait franche, je ne pense pas qu'il y ait une désaffectation de ces concepts et de ces enjeux. Pas du tout. Je pense que les gens sont extrêmement conscients des enjeux. Je pense que les choses évoluent énormément par la force aussi des choses, par les enjeux, les nécessités d'économiser de l'énergie, par le fait que beaucoup des petits propriétaires ont du mal à joindre les deux bouts et doivent aussi économiser, etc. Donc il y a tout un cercle virtueux qui est aussi très poussé par les contraintes économiques, je veux dire par les niveaux de vie. Donc je ne partage pas du tout ce sentiment-là. Je pense que les médias ont une grande responsabilité en cela. Je pense que ce qui est relayé comme information, c'est justement de nous faire croire que pour les gens, vous regardez Anne-Sophie demandait les résultats en termes d'enquête de sondage, les valeurs, la pollution, défendre l'environnement au niveau européen, c'est de l'ordre de 80% des Européens qui se retrouvent dans ces systèmes de valeurs. Donc je ne veux pas croire qu'en France, ça soit différent. Non, je pense que ça reste vraiment un enjeu majeur pour les gens. Je pense que les médias, pas tous les médias, bien évidemment, parce qu'on sait que... bien sûr, on sait qu'il y a une frange, heureusement, qui véhicule des idées positives et qui relaye ça. Donc je pense que non, c'est une malinformation, si vous voulez, mais je pense que non. Je pense que les gens, au contraire, les gens sont extrêmement concernés par ça. Ouais, peut-être. Alors, en fait, l'heure tourne, donc il y a une question ici. S'il y en a deux autres, levez la main. On peut les poser très rapidement et on va faire un tir groupé. Donc j'en vois une ici. Est-ce qu'il y en a d'autres, juste qu'on puisse repérer avant? Et une là. D'accord. Donc et une ici. Donc on prend vos trois questions, on répond et après on passe au reste. Merci. Oui, bonjour. Anne Vigneault, donc adjointe au maire de la ville de Besançon sur la transition énergétique. Et donc, je me posais la question de comment est-ce que vous abordiez la question du déni, puisque quand on est dans un système de représentation à travers lequel on s'est construit, à un moment donné, du coup, si on doit aller sur la transition, la transformation, il y a des mécanismes de résistance, et le déni est un élément extrêmement fort, et ce n'est pas forcément l'aspect rationnel et factuel qui nous permettra de lever ces leviers. Sur les peurs. Alors, ensuite, monsieur, ou allez-y. Oui, Bernard Lemoult, École des Mines. Je partage assez bien cet enjeu d'expérimentation de cette prise de risque sur nos territoires. Mais il me semble important d'avoir ce nous partagé dans ces expérimentations. Et donc ma question, c'est comment favoriser cette transversalité des parties prenantes, cet engagement des parties prenantes, et donc comment on construit, est-ce que tu as une recette particulière pour ce nous partager dans ces expérimentations? On aura peut-être des éléments de réponse à la table ronde d'après aussi. Et donc dernière question là, s'il vous plaît. Bonjour, donc Adeline Pou, Ligère. Moi j'avais une question, vous l'avez abordée rapidement sur la question de l'Europe. Est-ce qu'on parle des politiques, de la France, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir à l'Europe et comment construire cette vision partagée qui est déjà a priori difficile à avoir au niveau de la France et comment ça pourrait se passer au niveau européen? Bon, alors, je pense très rapidement, trois deuxième. éléments. Bon, sur la question du nous partagé, sur la mise en œuvre du nous partagé, je pense, déjà, premier point, la volonté politique. Je crois qu'il y a, c'est déjà une volonté politique de faire advenir l'expérimentation, puisque c'est une prise de risque, bien évidemment. Deuxième chose, le décloisonnement. Mais pour le décloisonnement, il faut être authentique dans le décloisonnement. Et je crois que le décloisonnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi organiser des lieux neutres
où les paradigmes puissent être partagés, où les différents types d'acteurs puissent être partagés, où la parole est libre. Et ça, on n'y est pas encore. Il y a des domaines sur lesquels on progresse, mais il y a encore des domaines où il est très difficile de pouvoir vraiment se rencontrer dans nos différences, d'exprimer ces différences et d'être en confiance par rapport au fait d'exprimer. Parce que je crois que le vrai problème, il est là. Il est dans le manque de confiance, c'est-à-dire de pouvoir faire exprimer ces différences, mais à la fois en confiance. Donc ça, c'est pour l'élément par rapport au comment du nous partagé. Par rapport à la question du déni, ça c'est sûr, le caractère de l'autruche, enfin ce que j'appelle moi l'autruche, voilà, il est humain. Et je vais dire, la question c'est plus il va y avoir de changements, plus on va être à même à justement faire ce travail aussi introspectif. Je pense que le déni, pour moi, ça passe quand même par le fait d'être quelque part, être obligé d'évoluer. D'accord, donc avec un environnement de toute façon qui va nous amener et qui nous amène déjà énormément de changements. La question, c'est comment trouver la ressource intérieure. Et c'est là où je pense que l'écologie, à mon sens, a un enjeu majeur parce que la nature, l'écologie peut justement nous aider à trouver des ressources intérieures, des ressources de ressourcement, du réenchantement, de l'inspiration. Et je pense que même pour ceux, comme disait monsieur, qui ne sont pas encore convaincus de cet enjeu, je pense que même la question de la beauté, de l'esthétique de vie, vous voyez, tout ça peut, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut utiliser les leviers. Et puis, pour répondre à madame sur la question européenne, je pense que c'est un peu le parallèle de l'ensemble des diversités et je pense que peut-être une manière de réinspirer l'Europe, c'est aussi qu'elle se repositionne dans le contexte mondial, c'est-à-dire aussi qu'elle voit son rôle à jouer au niveau mondial, qu'elle voit aussi ses différences. Parce que l'Europe est également très différente en son sein. Donc, pour peut-être reprendre ce travail du sens qui a existé, il y a eu des étapes comme ça dans l'histoire de l'Union européenne où l'Europe s'est vraiment posé la question de ses systèmes de valeurs, de ses aspirations, vraiment du socle de ce qui est important. Et je pense qu'on en est là, mais pas uniquement sur la partie comprendre vraiment le socle de valeurs qui nous relie, mais aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Parce que l'un va avec l'autre, en fait. C'est la systémique, c'est ça en fait, c'est la mise en œuvre de l'action. C'est-à-dire que si on est uniquement dans la réflexion du travail sur les systèmes de valeurs, on ne peut pas avancer. D'où la nécessité de mettre en œuvre, d'expérimenter et peut-être de faire des erreurs, mais aussi de recommencer et d'avoir des visions aussi aux différents niveaux de temporalité. Merci beaucoup, Karine Dartig-Pérou. Merci pour vos questions.